département d'outre-mer et changeons d'océan, puisque nous passons dans l'Atlantique désormais, pour les Antilles françaises constituées de la Guadeloupe et de la Martinique, qui vont vous donner un exemple de subduction d'une plaque océanique sous une autre plaque océanique. Donc quand on parle des Antilles, il ne faut pas être trop centré sur la France. Les Antilles françaises sont qu'une partie des Antilles et l'ensemble de toutes les Antilles forment un arc volcanique caractéristique des situations de subduction océan-océan. C'est ce que nous allons montrer. Donc dans un premier temps, il va falloir montrer que les Antilles sont bien dans une zone de convergence entre deux plaques océaniques. Et elles sont dans une situation un petit peu particulière, donc c'est toute cette zone est dans ce qu'on appelle la zone Caraïbe. Et la particularité de la zone Caraïbe, c'est qu'elle est sur le bord de l'océan Atlantique. Mais comme vous savez, le bord de l'océan Atlantique, là sur toute sa longueur, c'est une marche passive. Et il y a une exception, c'est justement la zone Caraïbe, qui est une zone de convergence. Donc en réalité, nous avons deux exceptions à cette règle. L'exception qui est au programme, c'est ici la microplaque Caraïbe avec donc les Antilles. Et puis en fait, il y a aussi une microplaque entre l'extrémité de l'Amérique du Sud et l'Atlantique et l'Antarctique, qui est aussi dans la même situation, mais qui n'est pas au programme. Donc à l'aide de la plaque Caraïbe sur laquelle on retrouve les Antilles, donc la plaque Caraïbe c'est tout ça, et les Antilles c'est seulement cet arc, il ne se marque pas, cet arc volcanique. Donc on va s'intéresser à la plaque Caraïbe sur laquelle on trouve l'arc des Antilles et vous allez devoir délimiter cette plaque et trouver la nature des limites de plaques. Est-ce que nous sommes dans des plaques en convergence? Est-ce que nous sommes dans des plaques en divergence? Est-ce que nous sommes sur une frontière de plaques en coulissage? On vous donne plusieurs types de documents. On vous donne d'abord la distribution des séismes entre 0 et 300 km de profondeur, avec donc des séismes situés selon un plan, mais aussi ici on le donne simplement en carte. Donc je vous représenterai une prochaine vidéo où vous verrez mieux les documents et que vous pourrez arrêter pour faire votre réflexion. Et puis on vous donne ici l'existence d'instabilité donc sismique ou thermique ou seulement sismique. Les codes de couleurs sont légèrement différents. Et puis vous avez ici le mouvement des plaques GPS dans le repère absolu des points chauds. Donc passez à la prochaine vidéo, arrêtez la vidéo et essayez à partir de ça de caractériser les frontières de la plaque Caraïbe. Alors nous disposons d'un ensemble de documents pour essayer de caractériser ces frontières de plaques. Donc déjà, faisons quelques rappels. Donc ici, quand vous voyez ce vecteur et ce vecteur, il est clair que ici, nous avons une frontière de plaques divergente, puisque je vous rappelle que les dorsales sont des frontières de plaques. Ici, avec d'un côté une plaque américaine et puis de l'autre côté une plaque pacifique. Donc là, nous avons clairement une frontière de plaques divergente. Ici, entre l'Amérique du Sud et la plaque, les plaques océaniques environnantes, nous avons une frontière convergente. Donc là, les choses sont relativement simples. Et la question qui se pose ici, qu'est-ce qu'on a dans cette zone où on sait qu'on a une plaque Caraïbe? Et là, il n'y a pas assez de vecteurs GPS délimitant clairement la plaque Caraïbe pour que l'on puisse les caractériser. On ne sait pas si les vecteurs qui sont là, par exemple, sont exactement sur la plaque Caraïbe ou s'ils sont encore sur la plaque américaine. En tout cas, on remarque qu'il y a ici clairement une flèche qui ne va pas dans le même sens que les autres. Donc, on se doute qu'on n'est pas dans une situation aussi simple que pure convergence, pure divergence. Donc essayons de voir en termes d'instabilité mécanique, donc de séisme ou présence de volcans. Donc on repère qu'il y a des volcans, je vais peut-être prendre une autre couleur pour que vous voyez. On repère qu'il y a des volcans de ce côté-là et qu'il y a des volcans de ce côté-là.
Or, vous savez qu'on n'attend pas de volcan a priori sur une frontière de plaque divergence, on attend là au contraire une dorsale. On n'attend pas non plus de volcan a priori sur des frontières de plaque en coulissage, donc on se doute qu'il y a sur les deux bords est et ouest de cette plaque, qu'il y a a priori une frontière en convergence, et donc il y aurait potentiellement deux zones de subduction et non pas une seule, une au niveau des Antilles, ce qui va nous intéresser en détail, mais peut-être aussi de l'autre côté. Par contre, nous n'en voyons pas sur les frontières nord et sud, donc il n'y a pas de raison de penser que les frontières nord et sud sont aussi en subduction. Donc ce qui nous amène déjà à construire un modèle dans lequel on aurait subduction à l'est et à l'ouest, mais pas au nord et au sud. Donc au nord et au sud, il se passerait autre chose a priori. Essayons de voir si on retrouve le même genre d'informations sur le troisième document. Le troisième document nous donne des flèches en jaune qui sont des séismes superficiels. Et on voit que ces séismes superficiels, on les retrouve d'ailleurs ici, sont présents justement, cette fois-ci il faut que je prenne quelque chose de plus clair pour que vous voyez, ces séismes superficiels sont présents sur les frontières qui s'orientent est-ouest, donc celles sur lesquelles il n'y a pas de volcan. Il n'y a pas de volcan, il n'y a que des séismes superficiels, donc a priori nous avons deux possibilités théoriques. Une frontière en divergence, donc des dorsales, mais on voit bien d'après le motif que ça ne correspond pas du tout à des dorsales, donc il ne nous reste que la possibilité de coulissage. Et donc il nous faudrait une carte GPS plus précise pour avoir deux vecteurs GPS et non pas un seul, pour montrer qu'il y a un déplacement relatif de la plaque Caraïbe par rapport à la plaque américaine. Par contre, si on s'intéresse aux frontières qui sont d'axe nord-sud, on retrouve des séismes superficiels ici, puis ensuite vous en avez dénotés en vert, puis en bleu foncé. Donc on voit qu'on est dans toute cette gamme qui va jusqu'à 300 mètres de profondeur, et donc ça s'approfondit dans ce sens-là. Donc a priori, on reconnaît là un plan de Guadati-Benioff avec la plaque pacifique qui passe en subduction sous l'arc des Antilles. Et puis la même chose mais dans l'autre sens, on retrouve ici donc en jaune, donc les séismes superficiels, puis vert, puis bleu foncé, et donc là un approfondissement aussi vers la plaque Caraïbe, et donc cette fois-ci la plaque pacifique en subduction sous la plaque Caraïbe. Donc on aurait vraiment quelque chose de très particulier, de subduction qui passe sous cette petite plaque Caraïbe, un petit peu comme la petite plaque armorique, on est dans la même situation, et sur les deux autres frontières, au contraire, simplement des frontières en coulissage. Voici de nouveaux documents pour essayer de préciser les relations qu'il y a aux frontières de plaques. Vous disposez d'une carte GPS un petit peu plus précise que précédemment, donc avec les vecteurs GPS des différentes plaques avec des couleurs différentes, donc la Caraïbe qui est plutôt dans les bleus-verts et puis les autres plaques plutôt violacées. Sur le document du haut, vous avez des sphères de mécanismes au foyer, ne tenez pas compte de leur couleur, et puis vous avez une carte d'anomalie gravimétrique à l'air libre. Donc essayez de voir si tout ça est cohérent avec le modèle que nous avons commencé à construire ou pas. Alors commençons par la carte des vecteurs déplacement, carte GPS. Donc on voit un mouvement général de la plaque Caraïbe qui se déplace dans le système des points chauds, mais on voit que l'Amérique centrale a un vecteur déplacement qui est plus grand que celui de la plaque Caraïbe. Donc je vous rappelle que c'est la différence des vecteurs qui nous permet de savoir si on a convergence ou pas à la frontière de cette plaque. Donc là évidemment nous avons convergence puisque en fait l'Amérique centrale se déplace plus vite que la plaque Caraïbe et donc se rapproche de la plaque Caraïbe. Donc effectivement, ce secteur que nous avions interprété comme un secteur en convergence, les vecteurs GPS nous disent que c'est le cas. Mais si vous regardez attentivement, il y a un angle entre les vecteurs. Donc on a l'angle du vecteur GPS pour la plaque Caraïbe, et puis si on prend la plaque Amérique du Sud, grossièrement, elle a
ce vecteur-là. Donc bien sûr, la différence nous permet de dire qu'il y a convergence, mais puisqu'il y a un angle entre les deux, ça veut dire qu'il va y avoir aussi des phénomènes de décrochement, ce que l'on avait supposé exister plutôt sur les frontières qui étaient orientées est-ouest. Sur cette frontière-là, on est quasiment que en décrochement, puisque les vecteurs sont à peu près parallèles. Et puis c'est la même chose ici, là on est quasiment que en décrochement. Donc on a des zones en décrochement et des zones en décrochement et convergence. Donc convergence par ici, avec une composante décrochante, mais surtout en convergence. Et ici aussi, on a une petite convergence, puisque effectivement, là, c'est la plaque nord-américaine qui se déplace plus lentement que la plaque caraïbe, donc la plaque caraïbe la rattrape, et nous sommes aussi sur des frontières en convergence. Est-ce que la carte des mécanismes au foyer nous raconte la même chose ou pas? Donc, a priori, nous attendons sur toute cette zone une frontière purement en décrochement, donc uniquement avec des mécanismes au foyer décrochants. Donc je vous rappelle que la sphère des mécanismes au foyer décrochante, ça veut dire que l'on voit les quatre quarts. Donc effectivement, ce sont ces aspects-là. Et donc là, nous avons des éléments décrochants. Je vous rappelle que la zone claire est la zone en dilatation, donc le matériau est parti de cet endroit vers la zone en compression. Donc si ceci est le plan de faille, nous avons un mouvement dans ce sens-là et dans ce sens-là. Donc ce qui est bien cohérent puisque nous avons un vecteur GPS qui est dans ce sens-là, nous avons un déplacement et ici le vecteur GPS est quasi nul. Donc en fait on a un déplacement dans ce sens par rapport à l'autre qui ne bouge pas. Donc ça correspond bien au mécanisme au foyer sur la frontière nord. On a une cohérence parfaite. Sur la frontière sud, c'est moins net. Effectivement, on retrouve des mécanismes au foyer qui sont franchement décrochants, mais quand vous regardez les autres, vous avez une composante décrochante, mais vous avez aussi d'autres éléments. Et on comprend ça en regardant ici ce qui se passe. On voit que les vecteurs GPS sont très compliqués, on a beaucoup de déformations, et donc, bien sûr, on ne doit pas avoir que des composantes décrochantes. Sur cette frontière, puisque nous l'avons identifiée comme étant une frontière en convergence, et de même que sur cette frontière-ci, vous vous attendiez peut-être à avoir exclusivement des failles de type normal. Et on voit que ce n'est pas le cas. Par exemple, si vous prenez ces deux-ci, là nous avons vraiment, avec un plan de faille ici, nous avons des failles parfaitement décrochantes. Donc, il n'y a pas que des figures de phare en faille inverse, et puis même chose ici, puisque on a ici soit un plan de faille complètement horizontal, soit un plan de faille complètement vertical, mais en tout cas nous n'avons pas la figure classique de faille inverse. Commentons enfin les anomalies à l'air libre. Les anomalies à l'air libre vont nous permettre de savoir s'il y a des fosses. En particulier, on attend des fosses de subduction, là où nous avons proposé qu'il y ait subduction. Et donc, une fosse, si je fais le profil, c'est une zone où il y a un creux, donc en fait, où il manque du matériel. Et comme je vous rappelle que par les anomalies à l'air libre, nous ne comblons pas les creux, eh bien cette anomalie reste là. Ce ne sont pas des anomalies de bouquet, ce sont des anomalies à l'air libre. Donc on s'attend a priori, là où il y a une fosse, puisqu'il manque du matériel, à avoir des anomalies négatives. Et effectivement, nous trouvons ici toute une zone d'anomalies négatives qui doit probablement être une fosse. Et puis la même chose ici, de l'autre côté, on aurait aussi une fosse. Donc les anomalies gravimétriques à l'air libre nous laissent penser qu'il existe deux zones de fosse. Les mécanismes au foyer ne sont pas très clairs et ne montrent pas forcément une convergence très marquée. C'est pas extrêmement franc sur ces deux éléments. Par contre, ce qui est assez clair, ce sont les éléments décrochants. Donc ça, c'est quelque chose que l'on verra souvent. Les mouvements entre les deux plaques sont obliques et non pas parallèles les uns aux autres, ce qui fait que on a une composante oblique et on a des déformations entre les deux, et ici entre des mouvements qui vont dans un sens, des mouvements qui vont dans un autre, ce qui permet
d'associer les deux, c'est le fait qu'il y ait des failles décrochantes entre les deux. Alors comment est-ce qu'on arrive à une situation aussi étonnante d'une plaque qui a deux limites décrochantes et deux limites en subduction? Je le mets ici juste pour votre information, ce n'est absolument pas à savoir. C'est que quand on reconstitue le mouvement des plaques, la microplaque Caraïbe, comme à l'heure actuelle, elle se déplace. Et donc elle s'est déplacée par rapport à la plaque nord-américaine qui est ici. Ce qui fait que la frontière de subduction a migré elle aussi. C'est ce qu'on voit ici à 80 000 ans. L'ensemble migre et se reconstitue derrière une deuxième frontière en subduction qui est simplement la première frontière qui a grandi. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on se retrouve avec deux frontières en subduction. Une frontière historique, qui est simplement s'est déplacée, a migré vers le nord-est, et une deuxième qui s'est reformée à l'arrière. Par la suite, les plaques américaines continuent leur lente dérive vers l'ouest. Résultat, la plaque Caraïbe s'insère progressivement entre les deux géants. On a là vraiment un témoin rarissime de la formation de la plaque Caraïbe il y a 150 millions d'années du côté Pacifique. Cet ensemble de roches que nous avons sous les yeux là s'est formé du côté Pacifique et c'est au fur et à mesure que les deux Amériques sont parties vers l'ouest que la plaque Caraïbe a pu s'insinuer, on pourrait dire comme au forceps, entre ces deux blocs énormes au nord et au sud. Il y a environ 100 millions d'années, la jeune plaque Caraïbe acquiert ainsi sa position actuelle sous les tropiques, à la lisière des plaques atlantiques et pacifiques. Mais sur sa façade est, la rencontre avec l'océan Atlantique ne se fait pas sans heurts. Alors nous, on va s'intéresser uniquement à la frontière est de cette plaque Caraïbe. Donc là, nous zoomons encore un petit peu plus. Donc ici, la mer Caraïbe, parce que nous sommes sur la plaque Caraïbe. On a Porto Rico, c'est essentiellement une zone de décrochement. Et puis ce qui va nous intéresser ici, c'est tout l'arc des grandes Antilles, c'est-à-dire toutes les Antilles, quelle que soit la nationalité de ces différents pays. Et nous, on va s'intéresser bien sûr à l'île de la Martinique, qui est ici, et à l'île de la Guadeloupe. Donc ça va nous donner deux exemples situés sur cet arc. Et pourquoi est-ce qu'on parle d'arc? Regardez la forme générale. Effectivement, l'ensemble des Antilles est situé sur un arc, mais en fait, si on regarde plus précisément, est situé sur deux, parce que il y a une longue histoire dans cette subduction et il y a deux arcs qui ont eu le temps de se former. Donc, la Martinique sera notre exemple de référence parce qu'il est plus simple, il appartient à un seul arc, alors que la Guadeloupe appartient à deux arcs différents. La basse terre et la grande terre n'appartiennent pas au même arc. Donc ce qu'on peut déjà voir sur cette carte, on peut voir déjà la frontière. Donc retenez bien que la frontière, la zone de subduction, la zone où il y a la fosse, n'est pas l'arc des îles Antilles. Ça c'est une erreur assez classique. Il y a une distance importante entre les deux que nous allons devoir expliquer. Pourquoi effectivement on ne trouve pas les îles sur la frontière de plaque, mais toujours en arrière de cette frontière de plaque. Ici, nous avons une coupe sud-ouest-nord-est qui est une coupe qui est faite au niveau de la Guadeloupe. Donc nous retrouvons le fameux arc volcanique des Antilles et la zone de frontière de plaque qui est ici. Et donc la fameuse distance que nous avions remarquée entre la zone de frontière de plaque et l'arc volcanique. Sont dessinés les différents éléments. Alors il y a quelques approximations. Donc vous ferez attention qu'ici la croûte Caraïbe a été mise en rouge. Je vous incite à la retransformer par la pensée en bleu parce qu'en fait il s'agit d'une croûte océanique
comme tout le reste et non pas d'une croûte continentale. Sinon, vous risquez de mélanger ça avec les schémas que vous avez fait en première année avec les Andes. Donc nous sommes bien sur une croûte purement océanique. Par contre, la croûte océanique Amérique est mal dessinée puisque c'est un morceau de l'océan Atlantique avec dorsale lente. Et donc là, ça a été dessiné comme de la dorsale rapide. Il faudra en fait enlever presque partout les épaisseurs qui ont été dessinées, laisser juste quelques petites poches par-ci par-là de réelles croûtes et puis tout le reste retransformer ça en manteau puisque nous sommes sur un plancher de dorsale lente, et bien en fait tout ce qui a été dessiné ici comme croûte est en fait du manteau. Bon, de toute façon, c'était pas pour ça que je voulais vous montrer ce document, mais c'était pour la localisation des séismes qui sont représentés ici à chaque fois avec le foyer du séisme. Et donc, même si le profil n'avait pas été interprété, vous retrouvez que l'ensemble des séismes se situe sur une tranche, très abusivement appelée plan de Guadati et Benioff, on devrait dire tranche de Guadati et Benioff, qui correspond à la portion cassante de la lithosphère, donc des éléments de croûte, mais ici on a vu qu'il y avait presque rien, quelques centaines de mètres de croûte, et puis le manteau cassant, jusqu'à ce qu'on atteigne la zone de ductilité du manteau lithosphérique, et en dessous tout ce que l'on a c'est des plis. Donc puisque l'on a des plis, il n'y a pas de séismes qui peuvent apparaître. Vous devez expliquer pourquoi est-ce que les séismes se poursuivent ici en profondeur. Donc rappelez qu'on a une anomalie froide, que les roches sont des mauvaises conductrices thermiques, donc mettent très longtemps à se réchauffer, et donc on va rester assez longtemps dans le domaine cassant. Mais que finalement, à force de descendre en profondeur dans le manteau, la plaque va tout doucement se réchauffer et on va perdre cette signature sismique. Quand la signature sismique est perdue, n'en déduisez pas que la plaque n'existe plus, déduisez-en seulement qu'elle a atteint son niveau de ductilité totale. Donc nous ne pouvons plus la suivre par séisme. Par contre, on peut toujours la suivre par géochimie. Ici, on comprend mieux la distance entre un arc volcanique et la fosse. C'est tout simplement que le métamorphisme a lieu dans cette zone, produisant de l'eau, et donc le magmatisme se fait forcément à distance par rapport à la fosse, puisque le magmatisme correspond à l'apport d'eau par le métamorphisme. Donc il y aura toujours une distance entre la zone de volcanisme qui crée tous ces volcans sur la plaque chevauchante et la fosse.